Allez, bonjour à tous. On va parler des équations différentielles aujourd'hui. Je ne vais pas me chronométrer, contrairement à l'autre fois. On va essayer de dépeindre un petit peu le tableau de ce sujet qui fâche parfois, hein, bon, voilà, il est abordé en terminal SP dans différents chapitres qui sont à l'écran et on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce que c'est qu'une équation différentielle et comment on peut les aborder, les regarder, ces équations différentielles. Alors première chose, les équations différentielles, si on suit l'ordre des chapitres qu'il y avait à l'écran, en électricité, si vous suivez une variable UC qui est la variable de tension bande du condensateur, si vous suivez l'intensité, si vous suivez la tension bande d'une résistance, dans le circuit RC évidemment, vous aurez potentiellement l'apparition d'équations différentielles. En chimie, on suit en général la concentration d'un réactif ou la concentration d'un produit. En thermo, bon, on suit la température. En méca, on peut avoir la vitesse ou la position d'un objet. En physique nucléaire, le nombre de particules radioactives restantes, voire même l'activité. Voilà. Toutes ces variables, elles ont un point commun, c'est que dans les chapitres où elles apparaissent, elles dépendent toutes du temps. Voilà. Donc ça veut dire, en fait, on peut dire qu'on s'intéresse à ces variables du début de l'expérience à, je pourrais appeler ça TF, la fin de l'expérience, pendant un intervalle de temps I là, ici. Alors toutes ces variables, vu que ce sont des fonctions du temps, vous voyez qu'elles ne sont pas forcément de la même nature, vous avez essentiellement des scalaires, mais ici là vous avez des vecteurs, mais de toute façon on les convertit en coordonnées pour travailler dessus, donc finalement on se ramène systématiquement des scalaires. Et pour ne pas choisir un sujet particulier, je vais dire, voilà, la variable qui dépend du temps, je l'appelle x, et je vais la noter comme ça, sans la dépendance implicite du temps. Voilà, ça va être une notation. Donc quand j'écrirai x, il faudra ne pas oublier que c'est une fonction du temps. Alors l'origine des équations différentielles, quand on applique les fondements de la physique, et qu'on applique ces fondements dans un contexte, on est obligé de rajouter des hypothèses, eh bien on obtient des équations différentielles. Alors ces équations différentielles, elles sont linéaires, en terminale on étudiera seulement l'ordre 1, et elles auront des coefficients qui seront plus constants, qui seront des nombres scalaires réels. Voilà, j'écris pas tout ça parce que bon voilà, on parle des équations différentielles, mais pour dire que tous ces qualificatifs ne sont pas oubliés. Et ces équations différentielles, lorsqu'on les obtient, elles sont de cette forme-là, donc vous avez un coefficient devant une dérivée première de x par rapport au temps, n'oubliez pas que x ici est une fonction du temps, plus un deuxième coefficient fois la fonction x directement, plus un dernier coefficient, sous constante en fait, qui est égal à z. Voilà à quoi va ressembler en physique la première équation différentielle que vous allez voir. Alors ce terme-là, vous voyez que c'est une dérivée d'ordre 1, et il n'y a pas de dérivée d'ordre 2, 3, 4, voilà, on se limite à 1, c'est pour ça que c'est une équation différentielle d'ordre 1. Les coefficients alpha, bêta et gamma sont constants, c'est pas obligatoire, hein, mais nous en physique ils apparaîtront en terminale constant, au sens ne dépendent pas du temps, ne dépendent pas de la variable par rapport à laquelle on dérive la fonction x ici, et sont des réels. Et puis ce qui va aussi m'intéresser, c'est de dire, cette équation, on va l'écrire sous sa forme canonique, parce que c'est celle à partir de laquelle on peut dire visuellement déjà beaucoup de choses sans avoir fait de maths. Et cette forme canonique consiste à diviser chaque membre de l'équation que vous avez là par alpha. Donc il faut que alpha, sur la durée de l'expérience, c'est-à-dire sur l'intervalle i là, soit non nul. Mais voilà, c'est une précaution qui en physique est assez marginale, puisque alpha sera non nul. Si on fait ça, on obtient dx sur dt plus bêta sur alpha, x est égal à moins gamma. Donc j'ai un peu arrangé les choses, divisé par alpha, j'ai dit alpha ici. Voilà. Ça c'est la forme canonique. Et cette forme canonique, elle est intéressante parce qu'en fait, alors je vais appeler les choses avant de dire ça. Vous avez le terme de droite là, moins gamma sur alpha, qu'on pourrait, bon, c'est une constante, hein, puisque
gamma et alpha sont des constantes, mais surtout on peut appeler ça le forçage. C'est-à-dire que lui, il est lié à ce qu'on exerce nous en tant qu'expérimentateur de l'extérieur sur le système. En réalité, c'est le gamma qui est lié à ça. Lié à une contrainte extérieure. Et on va l'appeler G, tiens, par la suite. Voilà. Et ici, ce terme-là, on va le poser égal à 1 sur un temps, qu'on a appelé le temps caractéristique. Et voilà. Maintenant que ces notations sont posées, on peut voir les choses d'une manière séparée par rapport au égal de l'équation. Tout le terme de droite, c'est le forçage, comme je viens de le dire, et tout le terme de gauche, ici, c'est la dynamique de réponse du système à la contrainte G. C'est-à-dire que lorsque la contrainte G change, lorsqu'on tourne un bouton, eh bien le système répond. Il ne répond pas directement, il répond avec un certain temps caractéristique qu'on appelle taux. Voilà. Taux, en réalité, on peut étudier ça plus finement, c'est le temps que met le système pour parcourir à peu près 63% de la variation du forçage qu'on a appliqué. Bon, peu importe. C'est le temps caractéristique, c'est le temps de réponse du système. Donc vous avez un terme à gauche du égal qui caractérise que le système, et pas comment on tourne les boutons nous en tant qu'expérimentateur, et à droite vous avez un terme de forçage. Voilà. Alors cette équation différentielle, que je peux réécrire ici sous sa forme canonique, eh bien elle, selon le cas, elle peut avoir plusieurs formes. Alors, on peut se retrouver, notamment souvent en mécanique, avec par exemple, là je m'intéresse aux solutions, je ne sais pas si je l'ai dit, la forme qui est la plus facile, on va dire, dx sur dt égale seulement g. Alors que le terme ici n'existe pas. Et cette équation-là, bah, si on intègre, voilà, vous avez une dérivée qui est égale à une constante, donc vous avez la fonction x qui est égale à g fois t plus une constante, on va appeler C1. Voilà. Celle-ci, cette constante C1, elle est déterminable grâce à des conditions connues sur x pour un certain instant, par exemple une condition initiale. Donc ça c'était la version la plus simple. Deuxième version, g égale à 0. Donc vous avez ça, dx sur dt plus x sur taux est égal à 0. Alors ça pour le... on cherche x. Vous voyez que ça saute pas aux yeux. Enfin, quand on n'est pas initié, ça saute pas aux yeux en tout cas. Alors pour le déterminer, soit vous avez vu directement que dx sur dt égale moins x sur taux, donc vous avez une fonction qui est égale à sa dérivée à un coefficient près. La seule fonction qui vérifie ça, c'est la fonction exponentielle. Donc vous pouvez directement écrire que x, c'est de manière générale une constante, un coefficient fois exponentielle moins t sur t. Bon. Ça, je pense que c'est bien de le savoir. Les solutions de ce genre d'équation, même si en physique ça sera donné, en général, c'est bien de le savoir. Deuxième façon, plus rigoureuse de le retrouver, on va dire ça, c'est si on est initié, si on n'est pas initié, on le pose. Ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle une séparation de variables, c'est-à-dire qu'on va dire que l'équation elle peut devenir 1 sur x dx sur dt est égal à moins 1 sur taux. Voilà, je vais juste diviser par x et ajouter moins 1 sur taux des deux côtés. Et ça, si on intègre, ça intègre par rapport au temps. Donc ça, intégré par rapport au temps, je vais l'écrire où? Je vais l'écrire ici. Ça revient à faire cette opération sur les deux membres de l'équation. Vous avez 1 sur x dx sur dt est égal à intégrale de moins 1 sur taux dt. J'ai oublié le dt. Voilà. Les dt se simplifient et il vous reste intégrale de 1 sur x dx est égal à intégrale de 1 sur taux dt. Voilà. Vous avez vu que naturellement les variables se sont séparées. Et la primitive de la fonction 1 sur x, c'est ln de valeur absolue de x. On n'est pas défini en 0, mais
Voilà, plus constante, je vais l'appeler C3. Et là, primitive d'une constante, bah, c'est la constante fois la variable. Et une constante d'intégration sort. Voilà, si on arrange un peu ça, on se retrouve avec valeur absolue de x est égale à exponentielle de moins t sur tau plus c3 plus c4. C3 plus C, pardon, C4 moins C3, je vais l'appeler C5. Et ça, ça devient exponentielle de A plus B, c'est exponentielle A fois exponentielle B, donc exponentielle C5, je vais l'appeler C6. Voilà, exponentielle montée sur. Donc C6 c'est forcément positif, donc peu importe. De toute façon, c'est valeur absolue, donc on pourra, si ça nous arrange, mettre un signe moins de voilà. Bah, c'est l'équation dans sa totalité. Alors il y a un théorème qui est facile à démontrer qui dit que la solution générale de cette équation, c'est la solution de l'équation homogène plus une solution particulière. Alors la solution de l'équation homogène, comment je vais écrire ça? Ben, c'est ça. L'équation homogène, c'est l'équation sans second membre, c'est l'équation quand g égale à 0. Et une solution particulière, on peut appeler ça une solution stationnaire. Stationnaire. C'est-à-dire on met à 0 toutes les dérivées. Si on met à 0 toutes les dérivées, bah vous voyez qu'ici xp est égal à g fois tau. Donc finalement vous additionnez ces deux choses et ça donne x est égal à alors il faut considérer la valeur du coefficient. Donc vu qu'il y a la valeur absolue ici, bah, ça peut être un nombre réel, donc je vais l'appeler c exponentielle moins t sur tau plus g tau. Voilà. Et donc que ce soit, je vais changer de couleur, tiens, que ce soit celui-là, celui-là ou celui-là, vous voyez que c'est de l'information manquante, mais dans tous les cas, dans ces trois cas-là, elle peut être déterminée grâce aux conditions initiales, enfin grâce à une condition connue sur le temps. Que dire d'autre sur les équations différentielles du premier ordre, linéaire, coefficient constant, réel, etc. Pour l'instant, je pense que ça va. Je ne vais pas donner d'exemples parce que les exemples, vous les avez dans le cours. Ce qui arrive souvent, c'est que. Ouais, c'est ça que je voulais dire. C'est que ce qu'on vous demande dans un exo, c'est on vous donne une équation différentielle, par exemple, on va dire typique. Typiquement au bac, il est rare quand on vous demande de les résoudre, même si vous devez savoir les résoudre. Ça, c'est plutôt pour l'aspect maths. On vous donne une solution, par exemple, une tension bande d'un condensateur. On vous donne sa forme. E égale 1 moins exponentielle moins t sur RC. Et on vous dit, montrez que ça vérifie l'équation différentielle que vous avez peut-être démontrée. Vérifie le D qui serait D de UC sur dt plus UC sur RC est égal à E sur RC. Donc pour vérifier que ça vérifie bien cette équation différentielle, vous devez montrer que si vous injectez UC dans l'équation différentielle, vous retrouvez l'égalité. Donc ce qu'il faut faire là, c'est dire, bon voilà, vous calculez ça à part, et vous montrez que c'est égal à E sur RC. Donc vous faites d de UC sur dt égal, là, ça. Vous le faire hein, très rapidement. Donc ça fait d sur dt de E. Je peux développer directement dans E exponentielle moins t sur RC. Dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées, donc vous avez d de E sur dt moins d de E exponentielle moins t sur RC sur dt. Voilà. Je ne mets pas toujours les parenthèses, mais vous avez compris, c'est le RC, c'est vraiment un tout, c'est le temps caractéristique. Celle-ci est nulle parce que c'est la dérivée d'une constante. Et donc là, il vous reste E sur RC exponentielle moins t sur RC.
n'avez pas oublié de simplifier. Enfin, c'est bon. Donc ça, c'était le premier. Et puis deuxième, UC sur RC, bah, ça vaut directement les choses qu'on a écrites ici. Donc ça vaut E facteur de 1 moins exponentielle moins T sur RC. Sur RC, ben, on sépare les choses. Donc ça fait E sur RC moins E sur RC exponentielle moins T sur RC. Voilà, mais vous remarquez que si vous additionnez ça et ça, ces termes-là, celui-là et celui-là s'annulent. Il vous reste juste sur RC, donc l'équation du haut est bien vérifiée. Ça, c'est typique au bac. Voilà, je m'arrête. Bonne révision et voilà, bon courage.